Bonsoir, je suis Fabienne Horry, je suis neurologue effectivement à Toulouse dans l'unité des mouvements anormaux et nous occupons quasi de façon exclusive de maladies de Parkinson et syndrome parkinsonien. Donc je vais commencer mal, je finirai mieux. Je vais commencer en disant que la prise en charge des patients parkinsoniens est à l'heure actuelle n'est pas très satisfaisante. Elle n'est pas très satisfaisante, pourquoi? Parce que vous l'avez vu, la maladie de Parkinson, c'est pas une maladie uniquement motrice, c'est une maladie où il y a des symptômes cognitifs, comportementaux, psychiatriques, végétatifs, des douleurs. Donc c'est une maladie globale qui touche le patient dans sa globalité. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait, nous, neurologues, et vous un petit peu, kiné, médecin rééducateur, on se focalise sur la motricité. Et en plus, nous, neurologues, on se focalise sur sa motricité dopasensible, donc sur encore plus une sous-partie de ce patient. Et finalement, le retour est de dire, mais moi, j'ai besoin que vous me preniez en charge dans ma globalité, dans ma vie personnelle, familiale, sociale, que vous m'accompagniez sur tous ces points-là. Et ça, en ce sens-là, actuellement, ce n'est pas satisfaisant. Pourquoi c'est pas satisfaisant? Pourquoi je peux vous le dire? Donc, il y a en 2007, nous nous étions posé des questions et nous avons soumis des patients à un questionnaire libre, un peu orienté. Et je vous livre là quelques réflexions qui étaient apparues. J'aurais pu reprendre exactement les mêmes termes puisque c'est ce qui est apparu dans le livre blanc. Donc, qu'est-ce qui est apparu? La maladie est une prison. Mon corps ne m'appartient plus. Ça serait mieux qu'on s'intéresse à ma vie quotidienne, à ma famille. Et puis, clairement, ce qui transparaissait également, c'était que la vie des autres, du point de vue extérieur, la maladie de Parkinson était très méconnue, assimilée à la maladie d'Alzheimer, et que les patients vivaient le regard des autres comme une agression. Certains patients, dans le livre blanc, ceux qui le verront liront que certains patients bloqués sur le passage Cloutet ont été vus par les policiers parce que des passants bien intentionnés pensaient qu'ils étaient sous. Donc c'est vrai qu'ils ont un regard vis-à-vis de la maladie difficile. Certains patients n'arrivaient pas à en parler à leurs enfants et leurs parents ne comprenaient pas. Cette souffrance des patients, elle est aussi présente bien sûr chez les aidants. Et un mémoire de thèse d'un étudiant de Mark Ziegler a étudié un petit peu l'impact de la maladie chez les aidants, et ce qui en ressort, c'est que la maladie est vécue comme une destruction lente. Je ne sais pas comment l'aider, je ne sais pas quoi faire lorsqu'il est bloqué, j'ose pas le laisser seul. Et ça, on va dire, peut-être c'est vrai que c'est à des phases plus avancées de la maladie, mais c'est vrai également à des phases plus précoces. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Donc, sur ces conclusions, nous avons essayé de voir quelles étaient leurs attentes. Donc, nous leur avons posé, là encore, un petit questionnaire. Alors, c'est pas très, très lisible. Et pendant un mois, on a posé à 40 patients de tout âge, de tout niveau, des questions. Est-ce que vous avez eu assez d'informations, de conseils au moment de l'annonce de votre maladie? Alors, ils ont été gentils, ils nous ont dit oui à 70%. En revanche, est-ce que vous attendez plus de conseils, aussi bien pour les patients, aussi bien que pour vos aidants? Oui, à plus de 70%. Est-ce que vous pensez que ces conseils, on pourrait les distiller en consultation, ou vous voudriez des moments libres ou des documents? Non, en consultation, quelque chose qui soit dédié à cela. À ça, c'était réponse favorable dans plus de 90% des cas. Ces conseils, sur quoi ils peuvent porter? Sur les médicaments. Les patients, clairement, nous avons l'habitude d'intervenir à la cure à Ussat-les-Bains. Je fais une petite digression, c'est pas bien. Et on leur parle des médicaments pendant 1 heure, en leur expliquant comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, quels sont les effets indésirables. Et avec des termes non médicaux, les patients adhèrent à ce discours de façon très importante. Ils ont une énorme attente sur comprendre le médicament. L'autre attente, c'est le devenir, l'avenir. Dans plus de 80%, ils attendaient des informations. Alors ça, bien sûr, c'est un problème à résoudre, c'est compliqué. Mais surtout, comment faire au niveau social, au niveau affectif, au niveau professionnel, au niveau familial, et là avec une très très grosse attente. Et donc,
ma collègue Christine Breffel avait passé un an en postdoc en Angleterre et avait vu qu'il existait des nurses, des infirmières spécialisées dans la maladie de Parkinson et qui prenaient en charge ces patients. Et donc elle a regardé un petit peu ce qui serait transférable, ce qui serait applicable en France. Et donc il existait l'éducation thérapeutique déjà dans le diabète, dans la mucoviscidose, dans l'asthme. Et elle s'est dit, pourquoi ne pas l'appliquer à la maladie de Parkinson? Alors, est-ce que c'est possible de l'appliquer à la maladie de Parkinson? Si on regarde simplement la définition, l'éducation, c'est un processus qui vise de permettre aux patients d'acquérir des compétences et des adaptations de son mode de vie. Et donc, moi, là, je choisis vraiment 3 points très importants. C'est acquérir des compétences pour s'adapter et avoir une meilleure autonomie. Donc, bon, cette idée-là, elle est somme toute assez banale. Et est-ce qu'elle existe dans la maladie de Parkinson? Donc, nous avons fait une recherche et dans PubMed, il n'y avait que 6 articles qui étaient consacrés à l'éducation thérapeutique dans la maladie de Parkinson. Vous voyez des études qui s'étalonnent entre 1994 et 2007, et ces études sont anglo-saxonnes, la moitié aux États-Unis, la moitié au Royaume-Uni. Et c'est des études d'éducation thérapeutique un peu particulière parce que souvent c'est des groupes, c'est des prises en charge par des kinés, donc surtout plutôt l'accès aux kinés n'étant pas la même chose que chez nous, ils l'intègrent dans ce processus. Pour les orthophonistes, pareil, ils sont particulièrement rigoureux sur la gestion, sur l'adhérence au traitement, donc ils ont mis des moyens de vérifier que les patients étaient adhérents au traitement, et tout ça est englobé sous le terme d'éducation thérapeutique sans réellement répondre aux critères. Il n'empêche que 3 études qui se rapprochent un petit peu plus, mais sous ces réserves-là, ont montré quand même que cela a amélioré la qualité de vie, l'état psychologique et l'observance des patients. Et il n'y avait aucune étude en France. Donc, en 2007, nous avons écrit un programme de recherche thérapeutique qui s'appelle EdPark, Éducation thérapeutique Parkinson, que nous avons soumis à un budget ministériel et nous avons eu un financement pour 3 ans. Alors, il s'agit d'une étude comparative. Donc, vous voyez, il y a 2 groupes. Je ne vois plus la flèche. Bon, il y a 2 groupes. Un groupe 1, un groupe 2, puisque je ne trouve plus la flèche. Le groupe 1, c'est un groupe qui va avoir l'éducation thérapeutique de suite. Le groupe 2, c'est un groupe tout à fait identique, mais qui n'aura l'éducation thérapeutique qu'1 an après. Donc, lorsqu'on a un patient à notre consultation, à ce moment-là, on lui dit, voilà, vous avez une maladie de Parkinson, bon, on vérifie qu'il ne soit pas dément, qu'il puisse se déplacer, donc un ONEIAR inférieur à 5, donc on parle vraiment à tous les patients parkinsoniens, et on leur explique notre projet, est-ce que vous acceptez de participer? S'il accepte de participer, à ce moment-là, on lui fait remplir des grilles, que je vais vous montrer, et ensuite, on tire au sort, de façon vraiment aléatoire, à savoir s'il va avoir l'éducation thérapeutique de suite ou après. On lui fait remplir les tests avant parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait un effet de biais de patients plus motivés qui rempliraient. Et donc, ces patients, 60 vont avoir l'éducation thérapeutique de suite, 60 retardés au bout d'1 an. Et qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va suivre les patients, ces 2 groupes de patients, pendant 1 an, et on va les évaluer, donc je vous l'ai dit à la consultation d'inclusion, à 6 mois et à 12 mois. Ces patients, bien entendu, continuent de voir leur neurologue référent dans l'intervalle. Qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif principal de cette étude, c'est de comparer la qualité de vie des patients dans les groupes éducation versus le groupe non éduqué, à 12 mois. Nous avions des objectifs secondaires, comparer l'état moteur. Est-ce que l'état moteur des patients éduqués est mieux que celui des non éduqués? Est-ce que l'état psychologique, la dépression, est-ce que ces patients coûtent moins cher? Parce que vous en doutez, tout est une question d'argent. Si nous coûtons beaucoup plus cher à la sécurité sociale, nous aurons peu d'arguments de pouvoir développer cette technique. Donc comment on a évalué les coûts?
on a évalué les coûts directs en questionnant la CPM avec le numéro de sécurité sociale du patient à la fin de l'étude. Et donc cela englobe les coûts d'hospitalisation, de consultation, de kiné, d'orthophonie, les transports, le dentiste, donc tout. On ne va pas faire de sélection, mais ça englobe tout. Voilà, donc on compare avant, après, pendant 12 mois. Comment on fait ? On a eu la chance d'avoir une infirmière, Céline Arcari, qui était une infirmière qui a une 50aine d'années, mais qui a travaillé pendant 25 ans dans cette unité. Donc il connaît parfaitement la maladie de Parkinson. Elle était hyper motivée, elle s'est formée à l'éducation thérapeutique avec un DU, et avec elle, nous avons monté un programme, je vais vous expliquer, qui va s'articuler autour de 3 axes. Ce programme, on va le réaliser, c'est elle qui va le réaliser, c'est elle qui va prendre en charge le patient. Elle va faire un diagnostic éducatif, comme on fait dans un diagnostic médical, mais là, un diagnostic éducatif pour l'éducation thérapeutique de la maladie de Parkinson, et elle va fixer au patient des objectifs. Fixer avec lui, en fonction de ses attentes et de ce qu'elle estime, elle, nécessaire, des objectifs. Et elle va voir le patient une fois tous les mois et demi, tous les 2 mois, l'avoir au téléphone s'il a besoin, et réévaluer régulièrement ses objectifs. De plus, si le patient le souhaite, donc autant la consultation individuelle était un peu, si le patient ne voulait pas venir en consultation, on ne pouvait pas faire l'éducation thérapeutique. Mais il y avait en plus, de façon là volontaire, si le patient le souhaitait, une possibilité de venir à des journées thématiques. Alors ces journées thématiques étaient réalisées par un médecin, donc il y avait soit Christine Breffel, soit moi-même, et l'infirmière d'éducation, et là, une kinésithérapeute qui nous a rejoint, qui est la kinésithérapeute du service, qui connaît aussi assez bien la maladie de Parkinson, et qui s'est formée également avec le DU d'éducation thérapeutique. Et nous avons monté des ateliers, donc ateliers gymnastique dans la maladie de Parkinson, à un stade précoce, à un stade un peu plus avancé, puisque bien entendu, on a fait à chaque fois des groupes homogènes de 5-6 patients, les aidants pouvant venir s'ils le souhaitaient. On a fait des groupes troubles de l'élocution avec les orthophonistes du centre de phoniatrie. Nous avons fait les troubles du sommeil avec un médecin du centre du sommeil. Nous avons fait un atelier social avec l'ancienne Cotorep et la CPAM. Et ces ateliers venaient tous les mois et chaque patient était sélectionné, était pouvant être convié. Donc pour le contenu, qu'est-ce qu'on voulait que le patient acquiert? 3 choses, comme dans toute éducation thérapeutique: un savoir, un savoir-être, un savoir-faire. Ce savoir, c'est comprendre ce que c'est cette maladie. Comprendre que cette maladie, elle est arrivée pour lui presque par hasard, c'est-à-dire qu'il n'a rien fait dans sa vie qui justifiait qu'il puisse avoir sa maladie. C'est-à-dire enlever cette phase de culpabilité, souvent qui est fréquente. Hein. Deuxièmement, connaître les médicaments, qu'il puisse connaître ce que fait le médicament, qu'est-ce qu'on fait, comment le médecin il adapte. Un patient qui sait comment nous on adapte le traitement, il sera d'autant plus informatif à la consultation en nous donnant les informations qui nous permettront d'adapter au mieux le traitement. Parce que ce traitement, quand même, je l'ai décrié un petit peu en introduction, mais il a quand même une bonne efficacité. Deuxièmement, identifier les symptômes, les connaître, qui sont en rapport avec leur maladie et avec les traitements. Donc, qu'est-ce que c'est une phase on, qu'est-ce que c'est une phase off, une phase intermédiaire, des dyskinésies, le tremblement, des choses très basiques. Deuxièmement, les savoir-faire. Ça paraît bête, on est tous... moi, j'étais persuadée que les patients parkinsoniens, rigides, entre guillemets, permettez-moi de ça, ils étaient capables de respecter le traitement, qu'ils étaient hyper rigoureux. 80% de patients ne sont pas observants dans la maladie de Parkinson, ce qui est somme toute étonnant. Savoir organiser son emploi du temps, quand on est bloqué, quand on est dyskinétique, sortir, privilégier les sorties à ce moment-là, les phases de repos. Savoir anticiper, si jamais il y a une sortie prévue, si jamais ils sentent le blocage arriver. Troisièmement, savoir être, connaître les situations à risque, les effets indésirables. Deuxièmement, modifier son mode de vie. Et